Salut les petits. Et aujourd'hui je vous fais une petite carte postale en audio. Je découvre un peu ce mode de communication. Alors là je profite d'un moment dans la tente où il pleut. Vous entendez la pluie? Voilà. Je suis sous la tente avec les chiens. J'espère qu'ils vont pas faire la fête pendant que j'essaye de parler. Bref, là j'avais envie de faire une espèce de foire aux questions en audio. Je reçois beaucoup en ce moment, notamment. En fait, c'est un peu régulier, mais notamment en ce moment. Beaucoup de questions pratiques sur le voyage, sur le matériel, sur des questions d'organisation. Et alors, il faut savoir que j'essaye de répondre à chacun et de participer un petit peu à du partage d'informations et d'expériences. Après, comme étant donné c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et que du coup je répète souvent les mêmes réponses et en plus à l'écrit, j'ai souvent pensé que ça serait intéressant de faire une fac sur le site internet, voire une vidéo. Et puis tout à l'heure je me suis dit tiens si je faisais carrément un petit podcast en fait pour répondre aux questions principales. Parce que ça m'éviterait de répéter tout le temps les mêmes choses et ça peut permettre aussi de rendre l'information accessible aussi aux personnes qui n'osent pas demander. Voilà. Alors, ouais, je vais essayer de faire le tour des questions principales qu'on me pose et puis on verra si à l'avenir j'essaie de mettre en image un petit peu ce que je raconte là via une vidéo ou sur une fac sur le site ou je sais pas. Et puis vous pouvez continuer à me poser des questions, bien sûr. Je sais que c'est hyper important quand on se prépare d'avoir des retours d'expérience et des avis. Parce que moi-même, je suis passée par là dans la préparation de ce voyage. Et puis je continue de le faire parce que accessoirement, la recherche matérielle, elle continue après. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer ou un équipement supplémentaire. Et moi là au passage je remercie un peu les gens qui ont contribué à m'aider à choisir des choses en partageant leur expérience, soit directement, soit via leur blog, soit via des livres, soit via des vidéos. Parce que ouais c'est hyper utile, il y a beaucoup d'informations qui est disponible de fait sur internet, mais parfois pour savoir par où commencer, choisir du matériel, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience concrets, etc. et de savoir quel voyageur a choisi quoi. Essayer d'identifier à qui on ressemble au niveau d'un mode de voyage. Et donc, voilà, c'est vraiment utile en tout cas pour faire les choix. Donc, je fais ma part maintenant à mon tour dans ce grand cycle de la vie, le grand cycle du partage d'expérience. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que quand même, toutes ces questions matérielles et d'organisation, ça reste toujours hyper individuel, ça reste toujours personnel. Parce qu'on fait pas tous le même voyage, on n'a pas tous les mêmes animaux, on le fait pas forcément au même moment au niveau de la saison, au niveau de la géographie, de la topographie, du pays. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes moyens financiers, physiques, de santé. Etc., ou la même expérience, ni les mêmes attentes, et on trouve pas les plaisirs peut-être dans la même chose. Donc du coup, je pense que la majorité des réponses, elles sont quand même hyper individuelles. Il faut trouver à chacun ce qui nous convient. Et chaque voyage est hyper spécifique. Donc pour moi, il n'y a pas une seule façon de faire, que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau des choix de matériel. C'est évident. Voilà, pour ce qui est des spécificités de mon propre voyage, c'est du très long cours. Je suis partie en 2017, ça fait donc 2 ans et demi. Il est évolutif puisque la troupe évolue pour ceux qui nous suivent tout au long du voyage. Et c'est pratiquement un mode de vie maintenant puisque il n'y a pas de date d'arrivée, il n'y a pas d'objectif final. Et l'objectif principal finalement c'est de profiter du chemin plutôt que d'arriver quelque part. Donc j'ai pas de limite de temps, j'ai pas de timing à respecter. Etc. Ce qui fait que ça va impacter quand même certaines choses de mon organisation. Comme par exemple les kilométrages que je fais. J'essaye de faire 10-20 km par jour, 3 ou 4 heures de marche. Ça c'est l'idéal, parce que de ce que je constate, c'est ce qui reste agréable, c'est ce qui permet d'avancer quand même. Au-delà de ça, moi je commence à vraiment fatiguer.
les animaux un peu moins parce qu'ils sont un peu plus résistants. Mais ce que j'ai quand même remarqué, et un peu dans la douleur sur le long cours, même en faisant comme ça d'ailleurs, c'est que sur le très long cours, la difficulté majeure, la technicité majeure, c'est de gérer la fatigue. Donc vraiment, sur du long cours, c'est un marathon, quoi. Donc je vais pas faire 30 ou 60 km/h, 60 km par jour, ou marcher 6 ou 8 heures par jour, comme ça peut être fait sur des voyages plus courts, ou si on a un physique de ouf, hein. Ou, ou que ça fait partie du plaisir d'aller loin, de faire beaucoup de kilomètres, je sais pas, voilà, ça c'est chacun son truc. Pour ma part, je remarque que quand même la fatigue au long cours, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Donc il faut ménager la monture, et non seulement la monture elle-même, mais aussi soi-même. Après, la fatigue, elle vient pas forcément seulement des kilomètres, elle vient aussi de toute une charge émotionnelle et psychologique liée au voyage, parce que le voyage, c'est par définition assez intense, il y a tout un tas de choses qui sont amplifiées, on passe par plein d'émotions, elles sont toutes assez fortes, et on fait des ascenseurs émotionnels chaque jour, à répétition, etc. On s'en plaint pas, parce que c'est ce qu'on va aussi chercher dans ce genre d'aventure, mais le revers de la monnaie, c'est qu'à la longue, ça fatigue psychologiquement. Il y a aussi le fait de gérer des équidés notamment, hein, les chevaux à gérer, ça demande une attention qui est quand même assez forte. Et il y a des dangers qui sont liés aux chevaux, plus qu'avec des chiens ou des chats par exemple, qui sont quand même importants. Et qui font que parfois on se retrouve dans des situations qui génèrent du stress pour gérer la sécurité des chevaux, de soi-même, des autres. Et on a beau anticiper, essayer d'éviter les situations compliquées, le voyage fait que c'est bien beau tout ça, mais on se retrouve dans les situations malgré tout, et puis faut s'adapter et se sortir de là. Ça peut générer des moments de stress. Heureusement, c'est quand même pas la majorité dans mon expérience, mais ça fait partie du truc quand même. Après, il y a une responsabilité constante, surtout quand on en fait une priorité et quelque chose d'important comme moi, c'est la responsabilité de prendre soin des animaux et qu'ils soient toujours bien physiquement et psychologiquement dans toute l'aventure. Ça a quand même une certaine responsabilité. Et le fait de voyager comme ça et de chercher au jour le jour des besoins de base, ça peut générer un petit stress finalement au long cours, et ça je l'ai compris que au bout de 2 ans, qui va générer une fatigue psychologique et émotionnelle importante. Parce que ça, on appelle ça revenir à l'essentiel, c'est très valorisé dans les récits de voyage, c'est très valorisé dans les petites quêtes spirituelles. Oui, on revient sur les besoins de base et le plus important dans la vie, qui est manger, boire, dormir, voir des beaux paysages, être bien entouré, et puis voilà, en gros, les nécessités de la vie, nourriture, eau, sommeil et sécurité. C'est les 4 besoins fondamentaux qu'on va devoir satisfaire chaque jour dans un voyage comme ça, itinérant. Donc d'un côté, c'est génial parce qu'on revient à l'essentiel et c'est une qualité. De l'autre, quand on n'arrive pas à satisfaire, ou quand il y a un de ces besoins qui est mis à mal par la situation du voyage, on peut remarquer que ça affecte dans nos cellules, que ça affecte beaucoup. Donc si ça se répète dans le temps, ou que c'est quand même... Alors on va s'apercevoir au long cours que c'est quand même un petit stress qui est là tous les jours, même si c'est quelque chose qu'on apprécie, parce qu'on apprécie quand on fait ça, de pas savoir où on va dormir le soir même. On a confiance en même temps, parce qu'on se rend compte aussi que la plupart du temps, on trouve tous les jours de l'eau, de la nourriture, un endroit pour dormir, et qu'on est la plupart du temps en sécurité, qu'on rencontre de la bienveillance, des solutions aux problèmes, et que tout va bien la plupart du temps. Il y a quand même des jours où on trouve pas d'eau. Il y a des jours où, moi ça m'est arrivé d'arriver en pleurant après une journée très difficile parce que j'arrivais pas à trouver de nourriture pour les chevaux. Ça peut être quand même hyper important aussi d'avoir des besoins fondamentaux qui sont pas satisfaits de façon automatique. Donc il faut le savoir, ça gère le long cours, ça génère une fatigue, en tout cas de mon observation, émotionnelle plutôt que physique. Donc si on peut faire en sorte dans un quotidien et dans la gestion des itinéraires, des étapes, etc., de pas trop s'épuiser bêtement, c'est bien. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent partir longtemps. Ça vaut quand même pour du court terme aussi. Alors la nourriture des chevaux, justement, on me pose très souvent la question. Alors moi j'emmène pas du tout de nourriture pour les chevaux, ils mangent l'herbe qu'on trouve. De fait, on s'arrête là où il y a de l'herbe, quand il y a de l'herbe.
Enfin, si c'est possible, hein, il y a des situations après, voilà. La plupart du temps, en fait, j'ai pas eu de soucis. C'est de rares occasions où ça a été plus compliqué. Il faut savoir quand même que je suis en Espagne aussi, hein, donc c'est en été, dans des zones hyper arides, ça peut être très compliqué. Mais malgré ça, j'ai toujours trouvé et c'est suffisant. Alors, étant donné que je fais pas les grandes étapes aussi, on marche 3-4 heures, comme j'ai dit, par jour, ça veut dire qu'ils passent le reste de la journée à manger et la nuit entière à manger, à dormir et à avoir des interactions entre eux. Donc ça va, ils n'ont pas la vie trop dure non plus. Ce que je leur demande, c'est pas un effort physique trop ouf. Et c'est suffisant. Voilà. Pour la nuit et donc la journée, quand on est arrêté en matériel, alors pendant l'essentiel du voyage, j'ai voyagé avec des longues cordes. Donc système d'attache longue corde au pâturon, les antérieurs, enfin un antérieur. Là, ça serait bien que je fasse des vidéos ou photos pour montrer le système que j'avais fait. Ça m'avait demandé un peu d'expérimentation avant de trouver ce qui allait bien pour éviter les torsions, pour éviter les nœuds ou les mousquetons qui se défont tout seuls, etc. Alors, c'est un bon système pour se déplacer tous les jours avec 1 ou 2 chevaux, parce que c'est pratique. Il faut évidemment un cheval qui est habitué, ou qui va être habitué, il faut l'entraîner. Et il faut être à côté, c'est pas un système pour l'attacher et se barrer dans un hôtel. Ni en excursion, quoi. Parce qu'il y a toujours un petit danger quand même avec la corde. Il y a des avantages et des inconvénients comme à tout système. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai utilisé longue corde de 12 mètres avec des mousquetons anti-torsion, un bracelet, en fait, un espèce de collier, enfin, je sais pas comment on appelle ça, un entravon simple en fait pour le pâturon, relié à une corde d'escalade. Sur la corde d'escalade, j'ai des espèces de mousquetons anti-torsion. Il faudra que je mette des photos pour expliquer ça, parce que là, voilà. Et j'attache ça avec des nœuds spéciaux à une élingue autour d'un arbre ou quelque chose. Attention avec les piquets, parce que parfois ils arrivent à les arracher. Je conseille d'ailleurs d'entraîner le cheval à être désensibilisé non seulement à la corde, mais aussi à avoir un piquet éventuellement derrière lui qui le suit. Hein. Ça peut être bien qu'il panique pas le jour où ça arrive. Et sinon, si c'est possible, toujours préférable d'attacher un arbre. Ça, c'est mon retour d'expérience. Hein. Alors, depuis que j'ai la mule, donc depuis septembre l'an dernier, j'en ai eu 3. Du coup, j'ai une jument, une ponette et une mule maintenant. Alors, trouver 3 espaces de 12 mètres de rayon sécurisé, donc assez plat, sans buissons, sans danger, etc. pour 3 chevaux, ça devenait compliqué. Et puis aussi, quand j'avais besoin de me reposer et qu'on me proposait éventuellement de dormir dans une chambre, la plupart du temps, je refusais d'être hébergée pour dormir à côté des chevaux, pour entendre s'ils se faisaient éventuellement mal avec la corde. Donc c'est la corde, c'est vraiment pour bivouaquer à côté du cheval, quoi, pour moi. Hein. C'est pas assez safe pour les laisser tout seuls. Du coup, là, quand j'en ai eu 3 et que je cherchais un repos pour l'hiver, j'ai cherché une clôture électrique. Donc là, c'est un matériel un peu nouveau, je l'utilise depuis novembre, je crois. C'est en phase test. J'ai un petit panneau solaire, enfin une petite batterie solaire de chez Gallagher qui fait 2 kg, qui est autonome pendant 3 semaines sans soleil. Ce que j'ai pu constater, c'est que ça donne pas une grande puissance électrique, donc on a intérêt à avoir des chevaux qui respectent le fil quand même. Mais ça, bon, c'est un peu tout le problème de toutes les petites batteries portables, hein, de toute manière, que ça marche sur pile ou sur solaire. Du fil électrique, j'ai 10 piquets. Et pour l'instant, je suis vraiment en phase test, comme je disais, et pour l'instant sédentaire, puisqu'on est en quarantaine, pour l'instant en sortie de trêve hivernale. Donc je ferai des retours sur ce système plus tard, mais il y a des améliorations à apporter. Voilà. Là, l'avantage de la clôture par rapport aux cordes, c'est que quand tu as plusieurs chevaux, pour moi à partir de 3, là ça devient vraiment bien qu'ils puissent être ensemble. Et on a besoin de moins d'espace pour donner à manger aux 3. Et c'est quand même un peu plus... on peut s'adapter à plus de terrains différents, parce qu'une clôture, ça se met dans n'importe quelle situation, là où les cordes, ça serait beaucoup plus difficile. Je pense que pour repartir sur les routes, je vais garder les 2 systèmes. Je vais emmener la clôture électrique et garder les cordes pour au cas où j'ai ma batterie en panne ou la clôture pétée, ou pour des pauses et les pauses où on repart plus tard éventuellement. Système D, je pense que je vais garder les 2 systèmes, quitte à raccourcir la longueur des cordes pour diminuer le poids. En tout cas, je pense que ça peut être bien d'avoir un système D quand même. Hein.
Euh, voilà, ça c'est pour le système paddock attache. Bah, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas, je peux revenir dessus, hein, donner des détails et tout ça. Après, le matériel des chevaux, les bas. Alors, pour SK, la ponette, c'est elle qui porte l'essentiel des bagages. Elle, je lui avais pris un bas sur mesure, un arçon rallye de je sais plus quoi, un T de chez Guichard Cellier, avec le harnais. Guichard, moi je dois dire que je suis très contente, j'étais très contente de la qualité du travail, du matériel, le professionnalisme et le service après-vente avec les conseils sur la route et la disponibilité. C'est ça, je suis vraiment très satisfaite de ça. Le matériel, il est très bon. Alors après, moi j'ai rencontré une difficulté quand même, c'est que SK, elle change énormément de morphologie. Alors ça c'est normal chez tous les animaux je pense, mais elle particulièrement, parce qu'elle change vraiment, elle prend du gras très facilement. Et dans des périodes d'effort un peu plus intenses du voyage, en été par exemple, ou dans des zones de montagne où c'est très dur, les deux au même moment, pourquoi pas, elle change beaucoup, ce qui fait que même du matériel sur mesure, il va finir par ne plus convenir, et j'ai passé certains moments du voyage à devoir faire régulièrement des aménagements, des rembourrages sur les arçons, etc., pour éviter les blessures. De fait, j'ai évité les blessures. On a voyagé quand même depuis la Navarre jusqu'en Catalogne et jusqu'en Andalousie. Donc pendant je sais pas combien de temps, je sais pas combien de milliers de kilomètres, mais quand même un sacré voyage avec ce matériel, et j'ai pas eu de blessures, il allait bien quand même. Mais ça demandait une grosse vigilance de ma part et toujours des adaptations. Et j'ai fini par décider de changer son matériel pour quelque chose d'ajustable, en fait, qui s'ajuste à ces changements de morphologie. Donc là, cet hiver, j'ai profité de l'arrêt pour changer pour un bas ajustable de chez le d'équerre ajustable de chez Custom Pack Rigging, qui est au Canada, qui est aussi disponible chez Guichard d'ailleurs. C'est un espèce de bas avec des arçons en plastique et des arcades. Il y a plusieurs modèles en aluminium. C'est ajustable au niveau de l'arcade et c'est ajustable au niveau des arçons. Donc c'est doublement ajustable. C'est quand même le système qui est recommandé par la guilde européenne internationale des voyageurs au long cours, etc. Donc c'est du bon matos a priori de voyage au long cours. C'est le matériel en l'occurrence que j'ai eu pour Gessie, la jument, depuis le départ du voyage, et j'en suis très satisfaite pour elle. Bon là, vu les circonstances de confinement, j'ai pas pu encore le tester pour SK, qui a aussi la particularité d'avoir un dos court. Donc il faudra peut-être que je raccourcisse ce nouveau matériel, mais bon en tout cas, voilà mon expérience et où j'en suis avec ça pour SK la ponette. Pour Gessie, donc elle avait ce bas-là justement ajustable depuis le départ et j'en suis très contente avec elle. Je lui avais fait un harnais moi-même avec les moyens du bord. Maintenant que j'ai la mule, eh bien je vais passer ce bas à la mule qui lui va. Je lui ai fait un harnais maison. Et Gessie, comme elle a 4 ans, l'idée à moyen ou long terme, ça serait de commencer à la monter ou au moins de commencer à l'entraîner maintenant ou sous peu. Donc je lui ai acheté une selle d'occasion, ajustable aussi au niveau de l'arcade. C'est une Sommer Evolution compacte à laquelle j'ai enlevé les quartiers parce que pour alléger, et puis dans l'immédiat j'en ai pas besoin. Dans l'immédiat ça va continuer de me servir comme bas avec des bisacs pour des petits chargements légers complémentaires. Et en attendant, ça peut quand même déjà me permettre de commencer à l'habituer à quelques exercices de base pour un travail monté plus tard. Voilà, donc bon, tout ça c'est du matériel qui est, vous voyez, en cours d'évolution, ça évolue au cours du voyage. Pour les sacoches et les caisses de chargement, pour SK, j'ai fait il y a 2 ans des caisses moi-même avec du matériel de récupération. Donc le matériau de base c'est du carton plast, c'est un espèce de carton mais en plastique. Ça c'est de la récup qu'on peut faire aux usines ou dans les industries, c'est des matériels qu'ils utilisent pour des matériaux pour les chargements, pour le transport. Il faut aller investiguer un petit peu, en tout cas moi j'avais réussi à récupérer ça. C'est des grandes plaques vraiment de plastique. Puis après il faut faire un petit patron, de la découpe, du pliage et assembler tout ça pour former des caisses de bas.
Ça a l'avantage d'être hyper léger, parce que chaque caisse, elle fait 1 ou 2 kilos, je sais plus exactement, mais c'est vraiment très léger. Les mêmes caisses dans le commerce en dur, elles font 6 kilos, donc bon bah ça fait quand même une différence intéressante au niveau poids, plus des économies substantielles, il faut bien le dire. C'est résistant parce que voilà, ça fait 2 ans que je m'en sers. Elles ont résisté à tout, elles se sont pris des arbres, des rochers, des clôtures, la ponette elle a même roulé dessus, elle est tombée avec, enfin elles ont tout vu, hein, ces sacoches vraiment, bah, elles sont encore là, fonctionnelles. Elles mériteraient un petit rafraîchissement de la partie extérieure du revêtement en tissu, mais ça c'est vraiment plus esthétique. Elles sont très bien. L'avantage des caisses, quand même, c'est que ça protège bien les affaires. C'est imperméable et étanche. Ce matériau, en l'occurrence, il est rigide, mais il peut quand même bouger un petit peu. Il a une certaine souplesse, ce qui fait que quand ça heurte un arbre ou quelque chose, le choc n'est pas si violent que ça. Donc ça s'adapte un petit peu, ça amortit, on va dire. Voilà, et ça permet de répartir aussi les bagages un peu mieux que dans des sacoches souples et d'équilibrer, parce que pour équilibrer, il faut non seulement qu'il y ait le même poids de chaque côté, mais aussi le même volume, parce que si on a le même poids mais un côté plus volumineux que l'autre, déjà visuellement ça fait bizarre, mais ça peut suffire à déséquilibrer aussi le chargement. Donc des caisses, c'est quand même super intéressant pour du long cours ou même sur du court terme. Mais sur du long cours, je pense que c'est indispensable. Et bah voilà, enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Les caisses, c'est bien. Alors après pour Gessie, moi j'avais pour commencer, vu qu'elle avait très peu de chargement du fait de son jeune âge, elle avait juste 2 petits sacs à dos de 10 litres, enfin un de chaque côté, les mêmes de chaque côté. Ça m'a fait un bon moment. Au bout d'un moment, quand elle les a trop déchirés, j'ai remplacé ça par un bissac cousu en bâche de camion que j'ai récupéré dans une ferme où on s'était arrêté un jour. On m'avait filé un bout de bâche et avec ça j'ai fait un bissac qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Ça m'a fait pas mal de mois, c'était pas mal. Alors là je lui ai refait le même système adapté à sa nouvelle selle, donc un bissac en toile de bâche de camion. Ça a l'avantage d'être solide, disponible en récup aussi et étanche, et voilà. Plus solide que de la toile aussi, hein, vraiment. Je vais faire aussi à peu près le même système, enfin 2 sacoches en toile de camion pour l'Unita. Voilà. Donc voilà pour le matos des chevaux. Après au niveau des pieds, les chevaux, les 3 elles sont pieds nus, elles ont toujours été pieds nus ou pratiquement, en tout cas depuis qu'elles sont avec moi. J'ai absolument pas eu de soucis avec ça, et pourtant en Espagne on a vraiment du caillou et on a de la boue l'hiver. Donc voilà, c'est cool. Cet hiver quand même, enfin là au printemps, j'ai quand même, je me suis équipée de 2 boots Renegade Viper pour Gessie, pour ses antérieurs, donc pour la jument. Parce qu'en sortie d'hiver, cet hiver on a eu pas mal de boue. Et je pensais repartir en mars au départ, hein, donc sortie d'hiver, elle était un petit peu sensible du fait de l'hiver et que voilà, il y a pas mal de caillasses. Donc comme je pouvais, j'étais dans une époque d'équipement, de nouveaux matériels, de nous équiper mieux encore. Je lui ai pris une paire de boots, mais de fait on a juste testé, on voit que ça va, mais je m'en suis pas encore servi sur la route. Jusque là on a tout fait pieds nus, tout le temps. Voilà, et je fais le parage moi-même, une fois par mois, à peu près. Voilà. Alors après pour la nourriture des chiens, je crois que pour les chevaux j'ai fait le tour, hein. Après vous me direz. Pour les chiens, la nourriture, hein, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Comment je fais pour la nourriture des chiens? Bah tout simplement, j'achète des croquettes. Alors tout simplement, oui et non. Je les commande par internet parce que je leur prends des croquettes sans céréales et voilà, avec certaines petites exigences de qualité, on va dire. Évidemment, ça se trouve pas et surtout pas dans les petites boutiques des villages que je croise, qu'on traverse. Donc je les prends sur internet. Ce qu'il faut, c'est juste trouver une adresse pour faire livrer ça à un endroit où on va passer. En France, ce que je faisais, c'est que j'appelais dans un village où on allait passer au moment où j'allais en avoir besoin. J'appelais un commerce du village et je leur demandais, je leur expliquais le truc et je leur demandais s'ils pouvaient recevoir le colis pour moi
et me permettre de passer le récupérer quand on passerait par là. Généralement, je trouvais toujours une solution. En Espagne, quand j'ai voulu faire ça, ça ne m'a pas fonctionné au départ. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que je demandais aux gens que je croisais directement. Parce qu'en personne, c'est un peu plus facile que par téléphone d'expliquer la situation. Et généralement, les gens, ils sont ravis de participer à l'aventure en fait de cette façon, en disant mais pas de problème, bien sûr, vous pouvez m'envoyer les croquettes et même moi je vous les amène quoi. Ils sont ravis d'aider, donc voilà. Donc ça c'est ma technique, je commande par internet, je fais livrer quelque part et je le récupère. Il faut juste bien calculer le timing pour racheter les croquettes au bon moment, pour pas en manquer, mais pas les racheter trop tôt non plus pour être trop chargé. Alors ça c'est, je dirais, le petit moment le plus technique de la logistique nomade. Pour le chat, pareil, hein, je fais la même chose pour les croquettes. Et puis alors le chat, elle fait pas tout à pied, non, elle marche pas tout le long, elle se promène dans un sac de transport qui est un sac à dos, sac de voyage, vous savez, transport, en fait un sac à dos de transport pour petits chiens ou chats. Et je la transporte sur mon dos, donc comme ça. Voilà, parce que bon, elle a fait certaines étapes quand j'avais que les chiens, des morceaux du moins, où elle aime bien se promener. Mais là, vous imaginez bien qu'avec les chevaux et tout ça, le chat, il va pas du tout apprécier de marcher 20 km, et ni 10, hein, et que moi, je suis déjà bien occupée avec le reste de la troupe. Donc, elle est sur mon dos. Voilà. La tente. Quelle tente j'ai? On me demande tout le temps ça. Alors, pour l'instant, j'ai une Robens Voyager 4X. C'est une tente tunnel avec une grande abside. L'abside, elle permet de recevoir tout le matériel des chevaux, toutes les sacoches, les selles et tout ça. Et la partie chambre, c'est une 4 places selon la marque. Ça correspond plutôt à une 3 places sur d'autres marques. En tout cas, c'est suffisant pour avoir les chiens, le chat et moi dedans. Et là, pour l'instant, il y a même le gros mastin dedans. Tant qu'il est chaud, après on verra. Hein. Voilà, moi je suis très contente de cette tente. En tout cas, ça fait 2 ans que je l'ai. Et, elle a bien vécu, elle a quelques trous ici ou là, mais plus par accident, genre chien qui rentre dedans, que défaut technique. Donc c'est très bien. Au niveau équipement, panneau solaire, électronique. Alors ouais, moi j'ai un petit panneau solaire, je saurais pas vous dire la marque, mais j'ai un petit panneau en 3 volets pliants, 21 watts, qui me suffit à charger le smartphone, la frontale qui est chargée en USB, et l'appareil photo qui se charge aussi en USB. C'est l'essentiel de mon électronique. Voilà, j'ai aussi une batterie externe qui peut se recharger soit via le panneau solaire en question, soit via l'électricité, une prise électrique si j'ai accès à ça. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Ça, c'est pareil, c'est du matos que j'ai depuis 2 ans, hein, donc ça va. Ça, il y en a plein sur internet. Je vous laisse investiguer les forums. Parce que ça, c'est du matériel qui évolue beaucoup, donc ça sert à rien. Je crois que je vous dise quel modèle j'ai, parce qu'ils existent sûrement plus, vu l'évolution de ce genre de marché. Voilà, maintenant je me suis équipée d'une petite tablette pour pouvoir travailler sur le thème des podcasts. Hein. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, ça. Travailler un petit peu à distance, parce que jusque-là, je faisais tout avec le smartphone. C'est pas toujours hyper pratique. Donc maintenant, je me suis équipée aussi d'une petite tablette, donc avec aussi des panneaux solaires un petit peu plus grands que celui que j'avais jusque-là, pour charger cette tablette. Donc ça, c'est du matos nouveau et en test. Ma nourriture, ben, comment je fais pour ma nourriture? Ben écoutez, ça c'est une réponse très très... elle va peut-être être un peu floue parce que je fais beaucoup d'expériences. je profite de ce voyage pour expérimenter plein de choses à ce niveau-là. Notamment, je m'intéresse beaucoup au thème des plantes sauvages comestibles, donc une bonne partie de mon alimentation vient de ce que je trouve en chemin ou sur les bivouacs. Donc des plantes qui vont me servir de légumes et des fruits qu'il peut y avoir en Espagne selon les saisons, des amandes, des figues, des grenades, des pommes, des poires, voilà, enfin des choses comme ça, des mûres aussi. Et pour les plantes sauvages les plus fréquentes, on va dire qu'il y a la mauve, le plantain, le pissenlit, la chicorée, des chardons,
Qu'est-ce qu'il y a d'hyper fréquent que je vais avoir la roquette sauvage qui est abondante en ce moment. En ce moment aussi, il y a l'asperge sauvage. En ce moment, c'est l'abondance d'ailleurs, il y a de tout. Il y a aussi la luzerne, toutes les légumineuses. Voilà, ça c'est pour les choses les plus fréquentes que vous allez aussi trouver en France d'ailleurs, c'est les mêmes. Mais il y en a plein d'autres, j'avais fait un petit recensement à un moment et je crois que j'ai utilisé 150 plantes pendant mon voyage en alimentation. Tout confondu, fruits et plantes elles-mêmes. Donc c'est quand même pas mal hein, comme ressources sur le chemin. Alors après, j'achète quand même une partie, évidemment. J'achète... ça dépend des périodes, là c'est là que ça change pas mal. Mais quand je suis minimaliste, je peux acheter simplement, par exemple, de la farine, du sel, de l'huile. Et globalement, avec ça, je peux cuisiner tout un tas de choses, à partir aussi des choses que je vais trouver dans la nature. Ça peut être bien aussi, en tout cas c'est toujours bien d'avoir un paquet de pâtes au fond des sacoches. Et puis je peux aussi acheter d'autres choses de temps en temps, mais en tout cas généralement j'achète globalement des choses qui se conservent bien et qui durent longtemps, comme des flocons d'avoine, de la farine ou des pâtes, sachant qu'avec la farine on peut faire des pâtes maison, hein, même en bivouac. Voilà, enfin des aliments comme ça en fait assez basiques et que je complète avec ce que je trouve. J'achète pas de viande, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de légumes, pas de fruits. J'achète pas ça quand je suis sur la route parce que j'en ai pas la nécessité et qu'en plus ça se conserve pas super bien. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est de faire les courses le moins souvent possible. Parce que j'aime pas faire les courses et parce que aussi c'est pas pratique du tout en étant seule avec tout un tas d'animaux. Et en plus je vais dans des zones hyper rurales, donc des magasins il y en a pas tout le temps en fait. Hein. Donc je vais essayer d'acheter pour 3 semaines de munitions type farine ou pâtes. Aliments vraiment de base quoi. Voilà. En hiver ce qui est bien c'est des petites soupes déshydratées aussi, ça c'est pas mal. Et pour se réchauffer. Voilà, avec... voilà. Bon mais c'est hyper évolutif parce que j'expérimente pas mal de choses à ce niveau-là. Je m'intéresse beaucoup à une certaine autonomie alimentaire à partir des ressources sauvages. Et en étant nomade, évidemment, ça se gère différemment qu'en sédentaire. Et là aussi, c'est vrai qu'il y a plein de critères. Il y a l'envie personnelle, il y a des convictions personnelles, politiques, il y a les questions écologiques, il y a l'économie, il y a, je sais pas moi, il y a plein de critères en fait dans les choix d'alimentation, mais aussi associés aux contraintes du voyage et du voyage où on cherche le poids minimum, l'espace minimum dans les sacoches et un maximum d'autonomie en durée, etc. Et aussi l'aspect financier où on essaye d'éviter de gaspiller trop de sous. Tout ça fait que... Et puis la disponibilité aussi, c'est-à-dire que même en Espagne par exemple, où je suis... l'alimentation bio par exemple, c'est pas hyper répandu, le local fermier non plus. En bref, ça va être de l'alimentation hyper industrielle qui vient de loin et il n'y a pas énormément de choix dans les magasins des milieux ruraux en tout cas. Donc là, les convictions personnelles, on les met un peu de côté parce que si on veut manger, on achète ce qu'il y a. Hein. Enfin, il faut s'adapter. Donc les choix d'alimentation, c'est compliqué et c'est hyper évolutif. Pour ma part, je me pose beaucoup de questions et j'essaye toujours des stratégies différentes et des régimes un peu différents, en tendant vers le fait de pouvoir me débrouiller à partir de ce que je trouve, ou si je dois acheter quelque chose que j'aurais pu trouver moi-même. C'est un peu ça ma philosophie et vers ça que je tends. Donc j'essaye de remplacer notamment tout ce qui est céréales, farine et pâtes, notamment qui sont souvent la base de l'alimentation, y compris la mienne, par habitude, quoi, par éducation, par culture. J'essaye de remplacer ça de plus en plus par exemple, des amandes, qui sont, ça pour le coup, elles sont locales, par des noix, par... voilà, des choses comme ça. Bon, ça, j'en reparlerai dans le blog recueil, par exemple. Comment je me débrouille pour les itinéraires? Souvent on me demande voilà, comment je fais pour les trouver, et si je les fais, si j'improvise, si je vais où le vent me porte, ou si j'ai un itinéraire bien précis. J'essaie quand même d'avoir un itinéraire un peu défini parce que, étant donné que je suis accompagnée d'animaux, je veux pas du tout me retrouver sur des routes, dans des coins urbanisés, des situations compliquées parce que le territoire il est aménagé quand même pour les véhicules, pour la vitesse, pour le bruit, pour les villes. Il n'est pas aménagé pour les piétons qui se promènent avec des chevaux à pied.
et les chiens. Donc de fait, j'essaie quand même d'observer les cartes et le territoire et de passer dans les zones les plus rurales possibles pour éviter tous les problèmes liés aux routes, à la circulation notamment, et aussi pour que ce soit plus sympa, plus agréable. Moi je suis un petit peu sauvage, donc je préfère les endroits sauvages et ruraux. C'est pas que c'est pas possible d'aller dans des zones urbanisées avec des chevaux, mais il faut avoir des chevaux préparés à ça. Il faut apprécier ça. Pour ma part, je n'apprécie pas du tout, et mes chevaux non plus. Enfin, en tout cas, pas tous. Donc j'essaye d'aller vraiment dans des zones rurales. Après, ce que j'ai fait pour déterminer mes itinéraires, j'essaie de savoir où est-ce que je veux aller globalement dans le pays, puisque c'est du long cours que je fais, donc c'est de la longue distance. Et je prends une carte nationale des GR, donc des chemins de grande randonnée, les sentiers de randonnée. Il existe en France et en Espagne en tout cas, j'imagine que ça existe pour d'autres pays, mais des cartes nationales qui répertorient les grands itinéraires pédestres. Ça, il faut se rapprocher de la fédération de randonnée, etc. Chercher sur internet. Et là, on a comme une carte routière des grands chemins nationaux. À partir de là, on décide, à partir de là où on se trouve, quel chemin nous emmène là où on voudrait aller. Et là, moi, par exemple, j'avais choisi le GR7 quand j'étais dans le Massif central, puis quand j'étais dans les Pyrénées. Et après, une fois que j'ai choisi ce GR7, je vais aller vers des informations sur ce chemin spécifique. Donc là, il faut aller vers, là aussi, les sites des fédérations de randonnée, par exemple. Chercher les cartes spécifiques. Sur Internet, chercher les fichiers GPX, donc qui sont les itinéraires GPS. Et après, mes itinéraires, je les travaille. J'essaie de faire un repérage un peu grossier pour voir si vraiment cet itinéraire global, il me convient par rapport à mes critères. Donc pour les miens, c'est moyenne montagne en zone rurale. Éviter les urbanisations, etc. Si je vois que l'itinéraire global, il me convient, et je reste sur ça. Et après, je vais affiner avec, on va dire, 3-4 étapes d'avance pour pouvoir anticiper des difficultés du type le GR il comporte 20 ou 40 km de route par exemple, de route nationale. Et si je veux éviter ce tronçon de route, si j'ai 3-4 étapes d'avance et que je le sais, que j'attends pas de me retrouver devant le carrefour pour gérer la situation, je peux faire un détour qui n'en soit pas trop un parce que j'ai anticipé qu'on est passé en parallèle par d'autres chemins. Pour ça, j'utilise les cartes IGN et les cartes satellites éventuellement pour avoir du détail. On peut trouver des cartes papier, des guides même du GR en question si on suit un GR sur du long cours. Et moi j'utilise l'application MyTrail sur mon téléphone, MyTrails, qui est pas très connue mais qui est pourtant géniale. C'est un peu comme Ifugeni mais en gratuit, avec plein de cartes disponibles. On peut aussi télécharger des morceaux de cartes quand on sait qu'on n'aura pas de réseau. Je recommande quand même d'avoir une carte papier avec soi pour les fois où il y a un bug technique, le téléphone il tombe en panne, ou il n'y a pas de batterie, ou ce genre de conneries. Sur l'essentiel de mon voyage, j'ai toujours eu une carte en RAB, même un peu moins détaillée éventuellement. Les quelques fois où j'en ai pas eu, je me suis fait des frayeurs quand même une fois ou deux parce que le téléphone, je sais pas, il s'éteint, il y a un bug, l'écran il marche plus juste au moment où on en a besoin et on se retrouve sans carte. C'est quand même très bête, hein, il faut bien l'avouer. Et ça peut vraiment être problématique. Donc je conseille, c'est un petit conseil, d'avoir deux cartes, en fait, un double, une carte numérique sur le GPS, sur le téléphone, et une carte papier pour nous sauver la mise quand il y a une défaillance de la technologie. Ça peut s'imprimer, les cartes d'ailleurs, pour faire quelques économies par rapport au prix des cartes IGN. Voilà. Voilà, donc du coup, je choisis mon itinéraire à l'avance et après je vais dans le détail au jour le jour. Et je sors souvent du GR de fait parce que j'adapte l'itinéraire selon les chevaux. Faut savoir qu'avec les chevaux, en fait les chevaux c'est hyper contraignant quand on y pense. Les chiens ils passent partout, ils s'adaptent à tout. Les chevaux c'est un petit peu plus exigeant, voire beaucoup plus. Donc il faut parfois sortir du GR quand le GR lui il n'est pas adapté aux chevaux. Donc là c'est bien de savoir un peu lire les cartes. Malgré tout, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises parce que la carte n'est pas le territoire, disait je ne sais plus quel empereur qui s'est fait vaincre comme ça dans une bataille parce que la carte ne dit pas tout du terrain. Donc, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour, il me semble, des principales questions qui me reviennent souvent. Il y en a d'autres et il y en aura d'autres.
Sachez en tout cas que j'y réponds avec plaisir dans la mesure du possible. Après, le jour où je recevrai trop de messages, eh bien, je pense que je ferai savoir que je n'ai pas forcément trop de temps à consacrer à répondre à tout le monde. Mais tant que je peux le faire, en tout cas, c'est un plaisir de partager, donc il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez d'autres questions, des précisions ou des suggestions, je verrai si je peux faire autre chose pour vous. Voilà. Et puis j'en profite pour reparler des plantes sauvages, un petit peu comestibles. Tout à l'heure, j'ai terminé le premier épisode du podcast de la série Recueil. Vous savez, ce petit projet où je veux parler de plantes sauvages comestibles avec des gens qui ont des choses hyper intéressantes à nous partager. J'ai terminé le premier épisode où j'ai fait parler quelqu'un qui est aussi un nomade d'ailleurs. Donc je vous conseille, je vous propose en tout cas de rester bien attentif à ce qui va se passer dans les jours qui viennent parce que je vais bientôt le publier. Voilà, ça se passe sur recueil.wordpress.com, sur la page recueil, et j'en parlerai aussi sur la page Pause Nomade. Voilà, et puis écoutez, je vous propose de me faire des retours sur tout ça, j'ai hâte de vous partager ça, et puis c'est dans l'idée de partager, en fait, de réfléchir ensemble. Et donc, votre participation et vos retours, ils sont bienvenus. J'ai hâte, en tout cas, de vous faire découvrir ça et de savoir ce que vous en pensez. Voilà, et j'arrête ma longue discussion ici. Et puis, bon préparatif à tous ceux qui sont en train de réfléchir et de rêver à des aventures de voyage ou de vie nomade. Je ne peux que vous encourager à suivre votre appel intérieur. Vous savez, vous connaissez un petit peu mon histoire. Donc je ne peux que vous encourager à vous écouter si ça résonne fort, et toutes les questions matérielles et techniques, elles se résolvent. Et puis comme disait Alexandra David Neil, elle disait que en chemin, tout se simplifie. Je veux dire qu'au départ, on se pose plein de questions, on croit que c'est très compliqué, et une fois qu'on se retrouve en route, ça roule. Voilà, bon préparatif, à bientôt.